Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocoté. Alors, la question migratoire est la question qui traverse l'année 2024. Et au cœur de cette question, on voit les moyens de pression, le rapport de force politique possible du nom de François Legault, qui a déjà, on le sait, pour marquer son opposition à ce qui se passait à Ottawa, a envoyé une lettre. Il a ensuite mobilisé 4 ministres pour dire vous allez prendre position fermement. On sait la réponse de Marc Miller dans les circonstances. Et là, le Parti québécois se joint au débat en proposant à François Legault de remettre de l'avant une idée qu'il avait déjà mis de l'avant lui-même, c'est l'idée de faire un référendum sur les pouvoirs en immigration. Et pour en parler, nous recevons le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, si je comprends bien, proposé à la CAQ de puiser dans sa propre boîte à outils en disant faites le référendum dont vous nous avez parlé il y a quelque temps? Exact. Donc, c'est pas une proposition qui émanait du Parti québécois. Nous, ce qu'on croit, c'est que tout ça est un cirque qui doit finir, qui doit prendre fin, celui de quémander constamment des pouvoirs qu'on devrait avoir, quémander pour notre propre argent qu'on envoie à Ottawa et qui crée des situations d'abus de pouvoir de la part d'Ottawa. Maintenant, étant donné que François Legault veut jouer le rôle de capitaine Canada et n'est pas prêt de changer d'idée, je me suis rabattu hier sur une proposition qui a été faite en campagne électorale 2022 par François Legault, à savoir de tenir un référendum précisément sur l'idée que le Québec exerce tous les pouvoirs en immigration. Donc, ça a l'avantage de faire autre chose que des lettres, des tweets, puis des compliments, et de créer un rapport de force, une obligation de négocier. Un peu ce qu'on a vu à Toronto d'ailleurs. C'est pas normal que la ville de Toronto ait plus d'initiatives que le gouvernement du Québec. La mairesse de Toronto qui a dit tout simplement si vous ne changez pas votre politique migratoire par rapport aux demandeurs d'asile, puis si vous ne remboursez pas les coûts que ça génère, ben moi je vais créer une taxe Trudeau. Je vais carrément appeler ça la taxe Trudeau. Et là, on a vu un changement dans le ton à Ottawa, ce qu'on n'obtient pas vraiment dans le cas de Québec. Le gouvernement du Québec, de toute évidence, lorsqu'on voit les propos de Marc Miller dans les derniers jours, n'a pas de rapport de force avec Ottawa. Alors, qui dit référendum dit question référendaire. Avez-vous à l'esprit déjà la formulation de cette éventuelle question si le gouvernement du Québec s'emparait de cette proposition? Ben, on m'a posé la question hier, puis j'ai répondu tout simplement, ça me semble évident, là. Donc, est-ce que le Québec devrait exercer tous les pouvoirs en immigration? Ou ça pourrait être, est-ce que le Québec devrait décider par lui-même de ses politiques en immigration? C'est tout simple. C'est limpide, limpide, limpide. Moi, je m'attends à des scores, à des résultats écrasants, là. À Et quoi? donc, Environ? ben, je ne suis pas un numérologue, là, mais dans les 80% et plus, là. Et Alors, dans quel cas ça devient un vrai sujet politique à travers le Canada également, parce que c'est un gouvernement, le gouvernement Trudeau, qui en profite pour continuer l'œuvre de Pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire prendre nos impôts et abuser de ces impôts-là pour étendre le pouvoir d'Ottawa au détriment de chaque province. Alors, on reviendra dans un instant sur la politique d'Ottawa, mais je vous propose une séquence que j'évoquais plutôt en éditorial, parce que j'ai l'impression que ce que vous proposez peut nous conduire sur un chemin politique particulier. Donc, un référendum sur l'immigration, dont 78% des gens sont favorables à la question posée par le gouvernement du Québec. Soit Ottawa Ouais. dit oui, et là, ça fait un gain de pouvoir significatif pour le Québec, soit Ottawa dit non, et là, il y a deux possibilités. Soit on dit c'était pas grave finalement, puis on passe à autre chose, soit il y a la création d'une commission Bélanger-Campeau bis sur l'avenir du Québec. Et ça, dans les circonstances, la question de l'immigration nous conduirait à poser à nouveau la question du statut politique du Québec dans le Canada. Je suis peut-être pas aussi optimiste que vous. Comme vous le savez, j'ai demandé à plusieurs reprises une commission sur l'avenir du Québec. Parce que les dysfonctionnements avec Ottawa, c'est sur l'immigration à travers Roxham et ensuite les aéroports, mais c'est sur tous les autres dossiers. Et j'ai été naïf au début, j'ai cru que j'avais devant moi un gouvernement nationaliste. Et donc, je m'attendais qu'une proposition aussi simple que d'étudier les avenues pour l'avenir du Québec, ce serait accepté. Mais plus le deuxième mandat de la CAQ avance, plus je me rends compte qu'on a devant nous un entêtement quasi religieux envers le fédéral. Une espèce de lubie ou en fait, le mot, ce serait plus un biais cognitif, une stratégie d'évitement
qui consiste à toujours répéter que plus on croit au fédéralisme, plus ça va fonctionner. Plus on est gentil dans le fédéralisme avec Ottawa, plus Ottawa va nous considérer et nous respecter. Ce qui est absolument faux. Donc, je pense que cet entêtement-là, cet aveuglement religieux envers le fédéral de François Legault et de la CAQ, il ne changera pas. Ils vont quitter la politique et ce sera leur contribution à l'histoire du Québec, c'est-à-dire démontrer par l'absurde que le fédéralisme ne fonctionne pas. Donc, les chances qu'on obtienne une commission sur l'avenir du Québec, il faudrait que François Legault soit tellement piqué au vif qu'ils se disent « je ne veux pas quitter la politique de cette manière-là, je vais au moins avoir cette transparence-là, cette honnêteté-là, de soulever la question de l'avenir du Québec. » Mais ça fait quand même 6 ans que j'essaie d'avoir un peu d'honnêteté et de transparence de la part de celui qui a signé un des budgets d'un Québec indépendant. Donc, il connaît très, très bien les arguments, mais c'est un entêtement que je qualifierais de quasi-religieux, à toujours croire au fédéralisme et à ne jamais nommer l'indépendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une question de différence d'appréciation temporelle? C'est-à-dire, d'un côté, on pourrait dire que les autonomistes de la CAQ se disent on a encore le temps, c'est difficile, mais on fait des gains un à la fois. Et de l'autre, vous avez Frédéric Lacroix, le chercheur en démographie, qui dit on est au seuil d'un effondrement du Québec français. Est-ce que vous reprendriez ce terme, celui de Lacroix? Est-ce que nous sommes au seuil d'un effondrement du Québec français? Je vous dirais qu'au rythme où va le recul du français, il y aura des pertes irréversibles. Donc, il ne faut pas voir le recul actuel du français comme quelque chose qu'on pourra réparer rapidement. De la même manière qu'il ne faut pas voir la crise du logement comme quelque chose qui s'estompera lorsqu'on changera le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on est 1,2 million de logements en retard pour retrouver l'équilibre. Donc, le préjudice qu'on fait subir au Québec, puis je dis fait subir parce que c'est essentiellement la politique d'Ottawa combinée à des politiciens mollassons à Québec, ce préjudice-là, il est à long terme. Il va être très difficile à renverser, en effet. C'est la réalité. Alors, vous dites renverser à long terme difficile. Vous avez même dit des pertes irréparables. Je vous donne une espèce de trajectoire historique en quelques mots. L'Amérique fut d'abord presque française, ensuite le Canada était très français, ensuite le Québec a été très français, et aujourd'hui on a l'impression qu'avec la perte de Montréal, la perte possible, le Québec français ne survivra qu'à l'extérieur de la région métropolitaine. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les francophones, la majorité historique francophone, je ne sais plus exactement comment la nommer, sont en train de perdre Montréal pour de bon? C'est sur le pour de bon que j'hésite, parce que je suis de nature optimiste et je pense qu'un gouvernement du Parti québécois arrivera avec une certaine série de mesures pour rectifier les dynamiques linguistiques, pour se donner une chance. Donc, je ne veux pas être trop alarmiste, mais en même temps, Mais de l'autre côté, vous dites que certaines pertes pourraient être irrécupérables. C'est ça. On ne le sait pas, mais à la vitesse où ça va, la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on a un gouvernement qui se disait pour le français, puis qui se disait nationaliste, qui est aussi mou que ce qu'on voit en ce moment. Vu que c'est documenté. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de tout dans ce gouvernement-là? C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont effectivement plus mollassons, je reprends votre mot, mais de l'autre côté, vous avez des Jean-François Roberge, des Simon-Jolin Barrette, des Bernard Drinville, qui, on l'a vu sur la séquence récente de la loi 21, sont l'aile nationaliste. Est-ce qu'à moyen terme, si votre cause a de l'avenir, c'est la cause du Parti québécois de l'indépendance et de l'avenir, n'êtes-vous pas condamné à vous réconcilier avec ces gens avec qui vous avez un désaccord de méthode, assurément, mais peut-être pas d'objectif de fond? Je parle de l'aile nationaliste de la CAQ. Ils sont invraisemblablement mous, là. Ils peuvent avoir peut-être chez soi, dans le privé, des idées de ce que le Québec pourrait ou devrait être, mais la vérité, c'est que le bilan, ou après 8 ans de leur action, c'est très, 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 très mou. Sur votre question de réconciliation, le fait est que je suis en train de bâtir une équipe très solide pour 2026, qui représentera le Parti québécois et qui incarnera un gouvernement en devenir qui a les compétences pour faire face à de nombreuses crises qui sont l'œuvre de la CAQ. Donc, ce seront des personnes qui se croiseront
mais qui ne collaboreront pas nécessairement dans le même environnement professionnel. La CAQ Permettez-moi de est poser la question plus concrètement. Il y a dans des moments dans l'histoire du Québec, là, quand le Parti québécois a été fondé, René Lévesque a lancé un appel aux souverainistes des autres partis en disant « Venez nous rejoindre ». Si jamais, parce qu'il y en avait, si jamais l'aile nationaliste de la CAQ, certaines figures importantes, Drainville, Robert, Jolin Barrette, quelques autres, disaient pour différentes raisons, parce que l'histoire va très vite en ce moment, est-ce que finalement, s'il cognait à la porte chez vous, la porte serait ouverte? Est-ce que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît, pour reprendre la formule de Parizeau? J'aurais cette doctrine-là pour le camp du oui, dans le cas d'un référendum, mais dans le cadre de qui je veux voir ministre dans un gouvernement du Parti québécois à partir de 2026, non, je ne vois pas de transfuge de la CAQ devenir ministre dans un gouvernement du Parti québécois. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça, compte tenu de la très grande qualité des gens qui lèvent la main en ce moment. Par contre, dans un référendum, on souhaite que toutes ces personnes-là qui auront été, disons-le, timides lors de leur passage au pouvoir, sortent du garde-robe et affirment que l'indépendance du Québec est nécessaire. Mais la vérité, vous me parlez de l'aile nationaliste, là, mais Jean-François Roberge a affirmé dans les dernières semaines qu'il joindrait le camp du non. Plus mollasson que ça, tu meurs. Là. Je suis désolé. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire de leur côté. Et étant donné leur bilan au gouvernement, non, je n'aurais pas tendance à tenter de récupérer des gens qui ont déjà exercé le pouvoir pendant 8 ans avec les résultats qu'on connaît. Sur cette formule définitive, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était un plaisir de vous avoir à Cube. Merci infiniment. À une prochaine.